Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Pour les Congos, nous sommes obligés d'analyser l'actualité sur ces plateaux avec mes invités. Dans cette émission, vous avez l'habitude d'être servi par l'actualité. L'actualité reste aussi dominée toujours par les discours du chef de l'État parce qu'il y a plusieurs choses qu'il avait parlé dans son discours avec trop de mots pour certaines personnes. Voilà pourquoi les analystes politiques avérés analysent le discours du chef de l'État. Mais nous allons en parler sur ces plateaux avec Monsieur Chris Mukendi. Il est de FDCA de Bati Lukwebo. Monsieur Chris, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Delphin. Également, de l'autre côté, je suis avec M. Gelor Louchikou, chef des travaux, cadre du PPRD. M. Gelor, soyez le bienvenu. Merci, M. Delphin. Et sur ces plateaux, il y aura Maître Ramazani, lui qui est porte-parole de l'envol parti cher à Délice Sanga, l'honorable Délice Sanga, qui va nous rejoindre sur ces plateaux pour analyser l'actualité avec nous sur ce plateau. On parle de la révision constitutionnelle. C'était dans le discours du chef de l'État également l'affaire 6 millions pour l'alternance, également 200 millions pour l'affaire Gécamine qui concerne aujourd'hui plus d'un. On analyse sur ces plateaux car c'est ça l'actualité. Mais je commence par le discours du chef de l'État parce qu'il y a tellement de choses dans ce discours. Monsieur Chris Mukendi, je rappelle ici que vous êtes de la FDCA, des Bati Lukwebo. D'entrée des jeux, vous êtes dans la majorité présidentielle, vous êtes électron libre, dans l'opposition, vous êtes de quel côté? Merci pour cette question de clarification. Il faut rappeler à l'opinion que lorsque les élections législatives ont eu lieu, il est de coutume, selon la Constitution, que les partis qui sont présents à l'Assemblée nationale puissent faire une déclaration d'appartenance politique. Donc, à cette occasion, pour répondre à cette exigence constitutionnelle, l'FDCA du sénateur Modeste Bahati avait fait sa déclaration d'appartenance politique à la majorité parlementaire. Donc, aujourd'hui, l'FDCA est membre de la majorité parlementaire et soutient les actions du chef de l'État et les actions du gouvernement. Vous soutenez les actions du chef de l'État, comme Kyungo Koumanze également aussi, qui soutient les actions du chef de l'État. Merci. La première question d'entrée des jeux, dans le discours du chef de l'État, prenons un point important, il a parlé de la double nationalité, mais les autres pensent que c'est une boîte à Pandore. Et vous, la FDC, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette question? Non, mais je crois que la notion de la double nationalité, c'est une question importante qu'il faut aborder avec beaucoup de sérénité. Il est clair que l'article 10 de notre Constitution consacre l'exclusivité de la nationalité, mais sur les faits, nous allons nous rendre effectivement compte que même l'Assemblée nationale, là où nous votons les lois, au Sénat, là où nous votons des lois, il y a des sénateurs, il y a des députés qui ont une double nationalité. Donc cette question mérite une réflexion profonde pour que nous puissions envisager, en tout cas, comme le chef de l'État a bien dit, il faut réfléchir sur cette possibilité de pouvoir
je ne sais pas, ouvrir cette exclusivité pour donner la possibilité à certains de nos compatriotes qui ont choisi d'autres nationalités pour des raisons d'intégration dans notre pays ou pour des raisons de survie. Il est clair que plus de 6 millions de Congolais aujourd'hui qui sont à l'étranger ont changé de nationalité pour des raisons évidentes. Donc, cette question devra faire l'objet, en tout cas, à mon sens, d'une certaine révision. Mais aussi, nous sommes au siècle de la mondialisation. Hein, nous avons aujourd'hui dans les pays du monde des gens qui sont d'origine congolaise, mais qui sont devenus des Français. Il faut aussi souligner le fait que cette exclusivité nous a fait perdre beaucoup d'opportunités, dans le sens que, par exemple, dans les domaines du sport, nous avons... Par des binationaux. Nous avons des Congolais qui sont nés en Belgique, des Congolais qui sont nés en France, des Congolais qui sont nés en Grande-Bretagne, qui évoluent dans de grands clubs de football, mais qui ne peuvent pas venir jouer dans notre équipe nationale, tout simplement parce que ils sont nés en France, ils sont nés en Belgique, ils sont nés en Grande-Bretagne. Mais ils sont des Congolais, des vrais Congolais. Donc, il ne faut pas regarder la question en rapport avec ce qui se passe à l'Est pour dire nous serons infiltrés, tout ça. Mais je crois que l'article 10 de la Constitution ouvre aussi la possibilité à ce qu'il y ait une loi organique qui détermine les conditions d'acquisition de notre nationalité, mais aussi des conditions pour les gens qui l'ont perdu de pouvoir la recouvrer. Voilà, merci. Monsieur Guélo Louchuk, je rappelle ici que vous êtes chef de travaux, vous êtes cadre du PPRD. À votre temps, vous ne voulez pas que les gens aient la double nationalité. Vous avez estimé que la question, c'était une question dangereuse. Et Félix Tshisekedi pousse la classe publique à réfléchir sur cette question. Pensez-vous que c'est le moment que nous puissions reconnaître même certains Congolais qui sont à l'étranger, leur donner même la double nationalité? Encore une fois, merci Monsieur Delphin pour l'invitation. Par rapport à votre question, il faut déjà essayer d'éclaircir le maître Moukene pour lui dire que lorsqu'il dit l'AFDC est membre de la majorité, il faudrait préciser. Vous êtes de la majorité dans quel camp? Donc l'AFDC n'est pas membre de la majorité. La majorité est connue, l'AFDC El Bahati. La majorité est connue, c'est le FCC et qui est en coalition avec les CACH. Et si notre ami estime que l'AFDC est là et soutient les actions du chef de l'État, il faudrait vous signer officiellement si vous êtes au niveau du CACH ou vous êtes au niveau du FCC. Mais ce que nous savons qu'il y a l'AFDC majoritaire qui est au niveau du FCC, celle qui comprend la nécessité d'appartenir dans une majorité démocratique. Quant à la question de la nationalité, il faudrait ici dire que, vous savez, on a toujours dit la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Nous ne pouvons pas la partager avec d'autres nationalités. Et surtout quand on occupe des postes de haute responsabilité, c'est pratiquement inconcevable d'avoir deux nationalités. Maître qui se fait allusion aux joueurs, mais écoutez, la loi du football, elle est claire au niveau international. Répondez aux questions du journaliste, vous ne répondez pas. Non, j'en arrive parce que vous faites allusion. Laissez le PPRD répondre. Non, c'est pas le PPRD, c'est moi. Bon, chef de travaux, c'est pour vous dire seulement que... Faites votre réflexion. C'est-à-dire, il y a un principe. C'est-à-dire, un joueur ne peut pas en même temps jouer dans une équipe nationale telle et avoir une nationalité, deux nationalités. C'est inacceptable. Donc, c'est pratiquement exclu. Nous pouvons avoir des Congolais qui sont à l'extérieur. Nous les encourageons pour leur prouesse, mais s'ils ont déjà cette nationalité, cela ne veut pas faire en sorte que nous puissions faire des arrangements particuliers pour qu'ils puissent revenir. Bon, c'est la demande du chef de l'État, c'est vrai, il faut une loi organique pour cela, mais est-ce que nous connaissons les conséquences qui viendront? Aujourd'hui, nous avons un débat, nous sommes infiltrés, et que l'Est du pays aurait des Congolais et d'autres étrangers qui seront venus de la Somalie, Rwanda, Ouganda, ainsi de suite, qui ont des cartes d'électeurs, ainsi de suite. Ça veut dire que nous voulons encore peut-être créer encore le même problème. Moi, je me dis que il faudrait bien revoir. Il y a des postes de responsabilité où vous ne pouvez pas avoir deux nationalités. C'est inacceptable, cela. Donc vous ne pouvez pas perdre, vous n'êtes pas d'accord d'abord à ce moment. Nous ne pouvons pas soutenir cela. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement dire PPRD. Je suis analyste politique, en tant que politologue d'abord de formation. Je me dis, il y a des postes de responsabilité où vous ne pouvez pas avoir une personnalité avec deux nationalités. C'est comme on a dit, il y a de nos compatriotes
à l'extérieur qui sont en train d'émerger dans les domaines sportifs, déjà le principe est clair. Un joueur au niveau international joue dans un club bien approprié ou dans un pays, mais il ne peut pas avoir deux nationalités. C'est-à-dire nous ne pouvons pas aujourd'hui chercher à récupérer... c'est le souci qu'a les chefs de l'État, c'est la diaspora, en fait. C'est nos frères de la diaspora. Mais ils doivent comprendre, ils ont nationalité, ils ont choisi notre nationalité, ils seront les bienvenus dans ces pays pour investir, ainsi de suite, mais respecter le principe de ces pays en termes de quoi? De séjour et de nationalité. Merci, je vais revenir vers vous. J'avais déjà annoncé au début de cette émission que monsieur Maître Ramazani, Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol, et il est déjà là avec nous. Maître Ramazani, la première question, le chef de l'État a parlé dans son discours concernant la double nationalité. Et qu'est-ce que vous pensez de cette question? Les autres pensent, mais monsieur Chris de la FDC pense que c'est le moment. On peut réfléchir sur cette question, car nous avons notre Congolais qui doit venir investir ici, mais la Constitution leur bloque d'une autre manière. Mais le PPRD pense que ce n'est pas le moment. Vous, l'envol, vous pensez quoi à cette question? Merci beaucoup pour votre question ainsi que l'invitation, parce que vous avez pensé à ma modeste personne. Je profite de cette occasion aussi pour m'excuser auprès de ce nombreux téléspectateurs qui nous suivent, d'autant plus que j'ai tout fait pour arriver avant, mais suite à la circulation, et il se pose un sérieux problème quant à ce. Mais quand même, aujourd'hui, le chef de l'État a livré un saut de mouton, donc comprenez que peut-être dans peu de temps. Il y a 18 ans d'arriéré de gestion qu'il faudrait justifier. Si le Kinshasa jusqu'aujourd'hui n'est pas assez bien urbanisé, je crois que la question doit remonter. On doit remonter cette grande question de la gestion. Je pense que pendant 18 ans de gestion, nos amis qui ont géré la ville de Kinshasa auraient dû faire mieux. Ok, restons maintenant sur le débat sur la question. Je vous ai écouté parler de la nationalité, j'ai écouté mon interlocuteur. Chef de travaux Guélor Luchiko. Monsieur Guélor parlait aussi de cela. Mais ce qu'il faut ici dire, en premier lieu, est que le président de la République, du haut de la tribune du Congrès, a rejoint la position de l'envol sur la question de la nationalité. Je ne cesserai de le dire. Le parti envol n'est pas dans la proposition, mais le parti envol est dans l'action. Nous avions déjà déposé la proposition de loi portant révision constitutionnelle depuis le 19 août dernier au bureau de l'Assemblée nationale. Et parmi les questions traitées, il y a notamment la question sur la double nationalité. Vous savez, aujourd'hui, il est inadmissible. Je comprends que le PPRD, je suis même étonné que le PPRD ne soit pas d'accord, alors que les partis au pouvoir à l'époque a favorisé plusieurs forfaits alors dans ce sens-là. Nous avons connu des premiers ministres ici dans ce pays qui ont changé de nationalité juste le matin. Vous parlez de Sami Badibanga, soyez clair. L'émission est intitulée 4 vérités. Je ne préfère pas trop citer les noms. Okay, nos amis, nos gestionnaires d'hier ont occasionné cela. Nous connaissons dans ce pays, pas pour le dire dans le passé, nous connaissons dans ce pays des sénateurs, des députés nationaux, des ministres qui ont une nationalité étrangère, mais qui gèrent. Mais tout cela est alimenté ou géré ou caressé carrément par nos amis de la majorité, notamment le PPRD. Aujourd'hui, écoutez cette famille politique être contre cette proposition, nous sommes étonnés. Mais nous ne le faisons pas pour le politique, parce qu'il s'agit là d'une injustice. Très bien. Il s'agit d'une injustice sociale consacrée même par l'administration. Je comprends que le PPRD cherche finalement soit à se justifier, à se rattraper, mais c'est trop tard. Ils ont occasionné cela, ils ont géré avec ça. Nous, ce que nous proposons dans le cadre de notre révision constitutionnelle, à la différence de ce que le président de la République avait dit sur les tribunes du Congrès, le président de la République a parlé simplement du double nationalité, mais nous le disons que nous proposons la double nationalité seulement pour les Congolais d'origine. Seulement pour les Congolais. La nuance, la différence. Seulement pour les Congolais d'origine et non les Congolais qui auront la nationalité congolaise par acquisition. La nuance oblige. Maintenant, parce que nous le disons ainsi, pourquoi nous le voulons? Il est inconcevable. Écoutez, moi j'habite Bandalungwa. Je suis né et grandi à Kinshasa. Je suis de Païkongila. N'est-ce pas? Il est inconcevable qu'aujourd'hui, Rodrigue Ramazani quitte Kinshasa pour arriver en France. Généralement, nous quittons le pays parce que 18 ans d'Iran de gestion
une gestion qui a été calamiteuse, qui a fait en sorte que beaucoup de Congolais s'y retrouvent à l'étranger, et certains ont changé de nationalité, certainement, pour avoir certains avantages à ce niveau-là. Et il me sera difficile de revenir dans mon pays en toute quiétude parce que certaines personnes veulent profiter de cette situation, même de manière illégale et irrégulière. Non, nous pensons qu'il faut aujourd'hui rétablir l'équilibre social. Reconnaître aux Congolais d'origine la possibilité de cumuler la nationalité congolaise avec une autre nationalité, mais aussi assouplir la procédure de recouvrement, qui est une procédure lourde. À notre sens, nous proposons une procédure simplifiée de réintégration de la nationalité congolaise. Ceux-là qui ont peur, 30 secondes. Ceux-là qui ont peur, ils disent que, écoutez, notre pays est infiltré. Je suis encore étonné. C'est les propos de M. Gélor. Je suis encore étonné que cela vienne des détenteurs de pouvoir, de ceux qui ont géré ces pays pendant 18 ans. Donc aujourd'hui, nous venons de recevoir de la bouche autorisée ici sur ces plateaux d'un membre de l'ancienne mouvance présidentielle ou encore un membre de la majorité présidentielle, il vient de confirmer que le Congo est infiltré. Voilà. Écoutez, vous avez votre temps. Vous avez votre répliquer. Nous devons être assez responsables lorsque nous parlons devant le millier de Congolais. Voilà, nous nous disons, okay, en lieu de place de rester dans de problèmes, il faut réfléchir en termes de solutions. Je viens ici comme un futur gouvernant. Je ne viens pas ici pour traiter des problèmes et poser des problèmes. Merci. Je viens pour apporter des solutions. Merci Maître Rodrigue. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'envol parti cher à l'honorable Deli Sesanga. Monsieur Chris Mukendi, vous êtes de la FDCA, de Bâtilo Kwebu. La révision de la Constitution, est-ce une solution à tous les maux qui rongent la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il est nécessaire qu'on puisse réviser la Constitution? Non, je ne dirais pas que réviser la Constitution serait la solution à tous les problèmes que connaît notre pays. En fait, les problèmes de la gestion de notre pays n'ont rien à voir avec la Constitution. C'est un problème d'homme. C'est un problème de gouvernance, tout simplement. Mais je pense que pour régler des questions, comme l'a dit Maître Rodrigue, des questions d'injustice sociale, il est important que nous puissions réviser certains articles de la Constitution. Je pense que le chef de l'État, en revenant sur cette question, a bien dit qu'il ne s'agit que des articles qui peuvent être révisés. Parce qu'il y a des articles de la Constitution qui ne peuvent être déverrouillés. Notamment en ce qui concerne les mandats du chef de l'État. Donc, je pense qu'il y a un problème sérieux à résoudre dans ces pays. Mais il faut aussi être honnête avec nous-mêmes. Vous vous souvenez encore que lorsque Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, la question a été abordée. Et on a accordé un moratoire aux députés qui détenaient 2 nationalités. Cette question a été mise simplement dans les tiroirs. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il est clairement établi. Les services de notre DGM a des informations sur les Congolais qui détiennent notre nationalité, mais qui siègent dans les institutions. Au gouvernement, il y a des Congolais qui ont 2-3 nationalités. À l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Mais aussi dans nos familles, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont Congolais, mais qui ont, pour des raisons, je l'ai dit, d'intégration dans la patrie qui les a reçus, ont opté pour cette nationalité-là, pour des raisons de survie. On ne peut pas leur priver de leur nationalité d'origine. Alors, si vous voulez revenir Congolais, pourquoi ne pas abandonner une autre nationalité? Il faut seulement avoir 2. Ça, ce n'est pas saper sur la personnalité. Nous sommes au siècle de la mondialisation. Nous parlons de la double nationalité. Mais aujourd'hui, on parle même de la plurinationalité. Il ne faut pas limiter notre problème à l'est du pays. Il faut prendre les problèmes dans sa globalité. Je disais tout à l'heure qu'il y a une loi organique qui devra déterminer les conditions pour acquérir la nationalité congolaise, mais aussi des conditions pour pouvoir la recouvrer. La Constitution est claire. Il faut que nous puissions prendre les taureaux par les cordes. Il faut être courageux. Il faut être courageux. On ne peut pas se voiler la face pour dire que non, nous voulons l'exclusivité. Mais en réalité, il y a des acteurs majeurs de notre pays qui ont une double nationalité. Il faut être courageux simplement.
Voilà, merci. Monsieur Guelor Louchoukou, je rappelle ici que vous êtes cadre du PPRD, membre du FCC, chef des travaux. Mais monsieur Guelor, vous êtes dans la coalition. Pourquoi ne pas soutenir Félix Tshisekedi? Car les bilans, vous allez les partager. Mais vous êtes contre cette question de la double nationalité. Quel est le danger que vous voyez à cette question? Monsieur Delphin, je pense qu'on doit regarder les choses. Quand je parle, je suis conditionnel. Et quand je donne mon point de vue, je donne en tant qu'analyste. Jusque-là, le parti ne s'est pas encore déclaré officiellement par rapport à cette question. Okay. Surtout que nous sommes le parti majoritaire au niveau du Parlement, nous pouvons décider à tout moment. Écoutez, les problèmes de nationalité, je vois l'ami d'Envol qui parle plus de solidarité et ainsi de suite, mais le problème est que, est-ce que nous voulons avoir des responsables, des personnalités ayant des postes bien connus dans ce pays et ayant deux nationalités, bien connues, identifiées? C'est ça le vrai problème. Humanité, oui, c'est vrai. Il y a, comme il a dit, les Congolais d'origine, ainsi de suite, qui sont allés pour des raisons personnelles. Il ne faudrait pas qu'on dise que les gens sont allés en Europe parce qu'ici, il y avait des problèmes, on les souffre. Non, les gens décident d'aller en Europe, comme lui peut aller aussi en Europe facilement. 18 ans de peine, il a dit 18 ans de peine. Non, 18 vous ans avez de provoqué peine, quoi. 18 ans, cet exagéral. Il avait quel âge? Celui qui va en Europe, qui est aujourd'hui, qui a 30 ans, à 18 ans, il avait quel âge? Moins de 18 ans, ça fait combien? Vous estimez qu'à 18 ans, vous avez quand même bien géré? Non, soyons sérieux, ça c'est le problème. Vous avez quand même bien géré aujourd'hui que c'est pendant les 18 ans que les gens sont partis. Non. Il y a eu la période de Mobutu, les gens ont fait le business en termes d'exil politique, nous le savons. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, c'est pas pendant la période de Kabila que les gens sont plus allés en Europe, ainsi de suite. Non. Le problème qui est là, il a fait allusion à un ancien premier ministre, il venait de l'IDPS, qui a déclaré officiellement qu'il était congolais. Après sa nomination, on constate qu'il a deux nationalités, sans avoir dit à la deuxième qu'il avait deux nationalités. Mais quand on constate qu'il a deux nationalités, il renonce. C'était simple, il est devenu congolais jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est rentré encore belge. C'était que de l'UDP, il ne faut pas qu'on pense que c'était du pouvoir. Donc voilà, c'est-à-dire, mon problème, c'est à ce niveau-là. Ça veut dire que nous avons un ministre, un député, un responsable, mais qui a deux nationalités. Italien, congolais, zambien, congolais, tout ça. Vous voyez, c'est ça le problème. Et le principe même de foot, parce qu'on a dit qu'il y a des talents qui chôment en Europe. Vous ne pouvez pas jouer dans une équipe nationale avec deux nationalités. C'est inacceptable. C'est là que nous voulons réellement débattre. Il y a l'aspect un peu technique qu'il faudra débattre, mais ce n'est pas un problème qui peut diviser les Congolais. Moi, je donne mon point de vue en tant qu'analyste. Le maître a donné son point de vue. D'ailleurs, il dit le président Sessang avait déjà déposé cette proposition de loi. Il faut être humaniste, c'est vrai, mais à quel niveau? Parce que nos frères, quand ils reviennent, ils ont leur stratégie, surtout en termes de politique. Les élections arrivent, ils se présentent, ils sont élus députés. Et lorsqu'il s'agit maintenant de fouiner dans leurs affaires, ils ont deux nationalités, ils deviennent canadiens, ils deviennent ceci. C'est là qu'il faut maintenant bien recadrer les choses. Que ceux qui viendront pour c'est-à-dire une activité bien déterminée, économique, sociale, ainsi de suite, mais politique, il faut bien revoir à ce niveau-là. Vous pensez que la révision de la constitutionnelle, comme demandé par l'Envol, a sa raison d'être? Bon, moi je me dis, je ne m'inscris pas dans cet aspect des choses. Moi je me dis que la nationalité congolaise doit rester inexclusive, c'est tout. Voilà, Maître Rodriguez, nous pouvons évoluer avec l'actualité au cours de la semaine. L'actualité, c'était aussi la fête de l'alternance. On a parlé des 6 millions. Et à un moment, le chef de l'État dit non, il ne faut pas dépenser cet argent. Et on nous parle encore de 200 millions concernant GECAMIN. Lorsque vous entendez tout ça, votre analyse à cette question, c'est quoi? Avant de revenir à cette question, j'aimerais ici fixer l'opinion qui nous regarde, la population qui nous regarde autour de la nécessité sur la révision constitutionnelle, et puis je reviendrai à votre question. Aujourd'hui, je crois que l'Envol, lorsqu'il a lancé ce débat au mois de juillet, la classe politique ainsi qu'au sein de la population, tout le monde avait brandi les chiffons rouges pour dire qu'il ne faut pas en parler, il s'agissait là d'ouvrir une boîte à Pandore. Aujourd'hui, parce que nous prenons nos positions, non pas par velléité, nous prenons nos positions par conviction, l'Envol a maintenu les caps. Aujourd'hui, la question sur la révision constitutionnelle est sur la bouche de la population ainsi que dans de bouches des politiques. Et le président de la République, chef de l'État, l'a fait mention pendant les congrès, lors de son discours sur l'état de la nation. Il s'agit ici d'une démarche républicaine, non pas une démarche qui doit être simplement liée à l'Envol. C'est vrai que l'Envol a initié, mais aujourd'hui des débats
doit se passer chez nous, chez vous et partout. Parce que la réforme, le pays a besoin de réforme. La réforme de réforme, la mère de réforme, c'est la révision constitutionnelle. Nous devons commencer par là pour avancer. Si nous ne traitons pas de questions politiques aujourd'hui, sachez-le, l'émergence économique que nous attendons prendra encore du temps. Pour revenir à votre question, écoutez, il se pose un problème depuis un moment, je crois depuis plus de 18 ans ou 19 ans. C'est la gabegie financière, la malversation financière. L'envol, depuis le début de cette législature, nous avions commencé un autre combat. Au-delà de la révision constitutionnelle, notre deuxième combat, c'est la réduction du train de vie de l'État. N'est-ce pas? Il est inconcevable aujourd'hui, lorsque vous analysez la réduction de compte du budget passé, vous constatez que les institutions de la République, ou carrément le gouvernement, l'État et j'en passe, prennent une affaire de 70% dans le budget national pour vous faire pour vous ouvrir encore l'esprit de nos concitoyens qui nous suivent. Prenons le budget de cette année tel qu'adopté à l'Assemblée nationale. Vous allez remarquer une chose, dans le frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale, le frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale aujourd'hui est passé à 176 milliards et quelques francs congolais. Ça veut dire, au regard de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a aujourd'hui, l'écart est de 78 milliards de francs. Ça veut dire l'augmentation est de 77,33%. Il est inacceptable. Et au-delà de ça, nous avons un budget approximativement nous souhaitons évidemment que le gouvernement puisse avoir cette capacité de le mobiliser à 10 milliards. Aujourd'hui, on parle de 11 milliards. Même. Aujourd'hui, on parle même de 11 milliards, alors que si vous vous référez toujours réduction de compte du budget passé, vous allez constater que pour un budget qui était prévu à 5 milliards, on n'a pu mobiliser que 4 milliards. Donc, notre capacité de mobilisation se limite à un certain niveau. Je n'aimerais pas ici être un prophète de malheur. J'attends la réduction de compte du budget 2020. Mais le chef de l'État a dit quand même il faut oser à la dimension de, c'est ça que de la République démocratique du Congo. Nous attendons la réduction de compte 2020 pour effectivement revenir ici pour parler. Tout ce que nous souhaitons est que les choses avancent. Mais ce qu'il faut décrire, c'est cette façon d'être dépensier de l'argent du contribuable. C'est vrai, j'aurais appris qu'au Conseil des ministres, on a changé, encore qu'on ne dit pas quel est le budget retenu pour la commémoration de l'alternance. Je lui en ai parlé, il a dit cet argent... Le budget, en tout cas, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement du début à la fin, il n'a pas fait mention au budget retenu. Il n'a pas fait mention au budget retenu. Il a quand même dit qu'il y aura un peu de dépenses, mais... Ben, écoutez, il s'agit là de l'argent des Congolais. On ne peut pas les gérer de manière opaque. Le Congolais a le droit de savoir combien vous affectez dans telle dépense. Il s'agit là d'une dépense qui engage nos impôts. Mais vous êtes trop regardant avec ces régimes de Félix, mais du moment peut-être des Kabila, vous ne demandez pas de montant. Mais pourquoi seulement Félix Non, ce n'est pas... Je parle ici de... Lorsque je parle de la le malversation... gouvernement de Félix, aujourd'hui quand même, il y a des dossiers qui sortent. Lorsque je parle de la malversation et des gabégies financières, je ne parle pas de ce régime. Du reste, ils sont tous dans la majorité. Je parle depuis le régime passé jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire, nous demandons aux membres du gouvernement de penser aux difficultés que connaissent les Congolais. Nous avons déjà du mal à payer nos impôts avec beaucoup de difficultés. Certains travailleurs payent leur hyper, certains propriétaires payent les impôts fonciers et consorts. Il faudrait bien gérer l'argent de l'État. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le train de vie de l'État puisse être revu à la baisse. L'État prend de trop alors de trop. Jusqu'aujourd'hui, je tiens à le souligner, le budget pour cette commémoration maintenue le 24 janvier, nous, les partis en vol, nous voulons savoir le budget est à quelle hauteur. On a appris que c'était 6 millions. Et après, ils ont arrêté. Peut-être qu'on ne veut pas toucher encore les sensibilités des gens. Peut-être qu'on a réduit à 4 milliards. Ce n'est pas l'argent de la majorité présidentielle. Ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent du contribuable congolais que je suis. Je paye mon impôt. Voilà, je veux savoir, pour cette commémoration, combien ils vont mettre Merci, dedans. Maître Rodrigue. Merci, Maître Rodrigue. Monsieur Chris Omukeni, est-ce que ce n'est pas bien de consacrer cette date-là, le 24 janvier, comme une date de l'alternance, et puis mettre au moins un budget pour commémorer cette journée? Est-ce que c'est mauvais? Je crois qu'il faut relativiser les choses. Vous savez, même les humains, ils ont une date de naissance.
Et à chaque anniversaire, quelqu'un peut célébrer son anniversaire. Mais ce n'est pas une occasion pour dilapider aussi tout ce que vous avez comme économie dans votre maison, parce que vous devez célébrer vos 40 ans ou vos 50 ans. Mais il faudra aussi dire aussi que l'alternance que nous voulons célébrer aujourd'hui n'est pas un cadeau qui a été offert sur un plateau par le président Kabila, pas du tout. L'alternance, nous l'avons attendu en 2016. Nous l'avons obtenu 2 ans après. Ça veut dire qu'il y a eu des pressions dans la rue. L'opposition a été dans la rue pour réclamer à ce que la majorité de l'époque, qui n'en voulait pas, qui voulait maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir, ne voulait pas lâcher. Il y a des Congolais qui sont morts. L'alternance, nous l'avons acquise au prix du sang. Les Rossi, c'est pas par la volonté de Kabila, parce qu'il vous disait à tout moment qu'il allait respecter la Constitution. Mais si Kabila respectait la Constitution, les élections, l'alternance, nous l'aurons eu depuis 2016. Je rappelle ici que l'alternance, nous l'avons eu 2 ans plus tard. Donc ça veut dire qu'il y avait une certaine volonté de la majorité de l'époque pour pouvoir maintenir Joseph Kabila au pouvoir. N'eût été la pression de l'opposition, de la société civile, de la population, Kabila serait encore au pouvoir aujourd'hui à la tête de ce pays. Donc, l'alternance pour nous, la célébration de l'alternance une année après, c'est une occasion pour nous de réfléchir. Ce n'est pas une occasion d'aller vider les caisses de l'État pour ascenser un homme, pour élever Kabila, pour dire merci au Raïs parce qu'il nous a donné l'alternance. Mettre le visage de Kabila sur l'argent, où est le mal? C'est une dérive. Il a quand même fait 18 ans. C'est une dérive, s'il vous plaît. Il a rassemblé tout le monde dans ce pays. C'est une dérive. Il n'y a plus la guerre aujourd'hui, le Congo est resté s'il vous plaît, soyons objectifs dans ce que nous faisons. Nous parlons du Congo. Nous parlons du Congo et de ses défis. Nous avons des défis énormes dans ces pays. On ne peut pas permettre à ce qu'un seul dollar de notre pays puisse servir à la jouissance des politiques. Est-ce que Kabila n'a pas relevé les défis? Kabila n'a pas fait quelque chose pour qu'il soit quand même reconnu et que la République soit reconnaissante quand même à l'heure? S'il vous plaît, nous vivons dans ces pays, nous vivons pas dans une autre planète. Nous sommes en RDC, à Kinshasa. Et nous savons que le régime des 18 ans de M. Kabila a lamentablement échoué, même sur le plan politique. Donc l'alternance que nous voulons commémorer, nous l'avons eu après 2 ans de lutte, 2 ans de résistance au prix du sang des Congolais. Je rappelle ici qu'il y a des Congolais qui sont morts pour l'alternance. Donc, aujourd'hui que nous voulons célébrer cette date, c'est une occasion pour la RDC de méditer. Ça ne doit pas être une occasion pour nous, avec les défis que nous avons, les défis de la gratuité de l'enseignement, qui demandent beaucoup d'argent, beaucoup de mobilisation de recettes. S'il vous plaît. Monsieur Kabila, je ne sais même pas si on doit encore parler de sa gestion sur des plateaux de télévision. C'est une gestion calamiteuse, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler des perspectives d'avenir, des perspectives pour l'éducation de notre pays, des perspectives pour l'émergence du Congo. Donc, il est clair aujourd'hui que nous ne pouvons pas permettre à ce que les gens qui détiennent les trésors publics puissent se permettre de jouer avec l'argent du contribuable congolais. Je rappelle ici que les Congolais, c'est eux qui participent à ce que les recettes de l'État puissent atteindre un certain niveau. Vous êtes et pour la date, contre le montant. Je suis pour une commémoration, je ne sais pas, dans la méditation. On peut organiser une messe pour ceux qui ont laissé leur vie, pour que l'alternance aujourd'hui puisse être effective dans ces pays. Mais on ne peut pas se permettre de faire saigner les trésors publics pour ascenser un homme. Kabila n'est pas le père de l'alternance. S'il vous plaît, il peut en être le père, mais à quel moment? Voilà, merci. Merci. Voilà, Monsieur Geller, le Chikou. Apparemment, vous les péperdez, vous avez mal vendu Kabila, peut-être parce que les gens ne semblent pas reconnaître que Kabila fait quelque chose. Il y a le côté sombre de Kabila. C'est par mauvaise foi et nous avons vu ça au niveau des réseaux sociaux. Et surtout que lorsque vous avez un système politique qui réagit face aux pressions des réseaux sociaux, c'est grave. Écoutez, l'alternance fait partie des principes d'une démocratie. Et notre pays, le 24 janvier 2018, c'était la première fois que l'actuelle génération a vécu cette alternance. Si les gens voulaient comme les gens estiment méditation, il fallait que le 24 2018, on puisse faire la méditation et que les mises puissent se fassent sans trop de bruit.
Mais ce jour-là, les gens ont accepté, les gens ont soutenu sur l'ensemble du territoire national. Et cette date est restée gravée dans l'histoire. Que vous le voulez ou pas. Et aujourd'hui, nous devons célébrer cette date. Ça se célèbre dans tous ces pays. Parce que le problème, c'est que c'est notre première fois d'accéder à cette alternance. On n'arrive pas à comprendre le bien fondé de l'alternance politique et démocratique qui a existé dans ces pays. C'est ça. C'est juste de la mauvaise foi, on comprend. Mais écoutez, les budgets, 6 millions, les gens ont crié 6 millions, c'est belé, tout. Mais écoutez, ce n'était que des propositions. Ça n'avait jamais été acté par un comité au niveau du Conseil des ministres. On a confié la charge au ministre près du président de la République, constitue l'équipe, met en place l'équipe pour l'organisation de cette manifestation. Il a estimé qu'il fallait 6 millions, ainsi de suite. 6 millions, les gens ont vu comme c'était 6 milliards. Mais 6 millions, les gens... Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on peut appeler des partenaires privés, des gens? Ils peuvent contribuer 1 million et 6 millions, c'est fait. Mais c'est ça que des propositions. Et moi, je suis contre ces montants, c'est trop exorbitant. Mais le problème, c'est quoi? Il faudrait qu'aujourd'hui, nos amis du cash comprennent que ce sont eux pratiquement les bénéficiaires de cette alternance. Ce n'est pas le PPRD. Le PPRD avait son pouvoir qu'il a obtenu aux élections. Parce que le problème, ce n'est pas le visage de Kabila. Non, mais j'en arrive. Je pense que si c'était au moins Tshisekedi le père, même Tshisekedi le fils, on pourrait comprendre. Parce que Kabila... Nous avons organisé des obsèques dans ces pays. Vous savez combien on a dépensé? Vous avez suivi les réseaux sociaux réagir de cette façon-là. Mais quand on propose 6 millions, le problème c'est que les gens n'ont pas, c'est tous les Quinois pratiquement, il ne faut pas dire les gens, le peuple, comme les gens disent, non, le peuple a réagi. L'envol n'est pas d'accord, l'FDC n'est pas d'accord. Non, s'il vous plaît. Le PPRD, c'est le parti majoritaire. Ça veut dire que nous avons des représentants sur l'ensemble du territoire national. Et nos électeurs n'ont pas réagi contre ça. Ce sont les gens des réseaux sociaux, on comprend. Mais c'est grave. Lorsqu'un système politique doit réagir sous la pression des réseaux sociaux. Je suis politologue de formation. Mais c'est un langage, non? Non, c'est fragiliser le fonctionnement. Ce sont que des demandes. Et le système a la capacité de filtrer les demandes. C'est pas parce que ces demandes-là qui proviennent des réseaux sociaux. Il n'y a même pas eu une marche de 100 000 personnes. Juste les réseaux sociaux. Le gouvernement change de langage. Non! S'il vous plaît, on fragilise le système politique. À qui appartient la paternité de l'alternance? Nous n'avons pas, il n'y a pas question de à qui appartient cette alternance. Parce qu'on dit que Kabila ne voulait pas laisser le pouvoir. Qui dit que Kabila ne voulait pas laisser? Kabila avait toujours dit, nous allons respecter la Constitution. Les 2 ans là dont vous faites allusion, qu'on devait avoir la Constitution et les élections en 2016. Qui oublie le contexte de 2016? Il y avait des moyens pour l'organisation des élections? On avait déjà publié un calendrier. C'est l'opposition qui avait refusé ce calendrier. Et pendant 2016, c'était que processus électoral. Il y avait un calendrier, il y avait des dialogues, il y avait des rencontres, des conciliabules, tout ça. Nous avons eu même des premiers ministres provenant de cette opposition. Tout ça, les gens ont oublié. Les contextes qui ont fait à ce que nous puissions arriver à ces élections. C'est la mauvaise foi de la classe politique. Mais c'est ça, c'est-à-dire que les contextes qui étaient là à l'époque, il n'y avait pas de mauvaise foi, c'est la politique. Et on a compris tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'alternance. Non, parce qu'il y a eu pression de l'opposition, parce qu'il y a eu ceci. Mais cette même opposition est arrivée à eu des ministres. Même à la fin, il y a eu des ministres de l'opposition qui ont travaillé avec le président Félix. Qu'est-ce qu'on veut maintenant mélanger dans tout ça? Non, tel est parti, tel. Oui, c'est vrai, nous déplorons le mort. Mais il faudrait qu'on comprenne qu'il y a eu un président qui était élu à l'époque, qui avait la légalité et la légitimité. Ce dernier a cédé ses pouvoirs pacifiquement. Cet acte s'est fait le 24 décembre de l'année. Pas par la pression de la population. Non, mais quelle pression? On a proclamé les résultats. Sa majorité à lui, il avait son dauphin qui pouvait aussi gagner. Parce que le dauphin était présenté à quelques mois des élections, à quelques jours des élections. Et il a eu plus de 5 millions de voix. Ça veut dire que il a encore l'ancrage au niveau de la population. Merci. Et sur base de cela, il y a eu une reprise officielle. C'est la première date. Pourquoi pas on peut célébrer ça? Voilà, merci. Et on doit céder aux pressions, ainsi de suite. Monsieur Rodrigue, porte-parole. Je n'ai pas fini, il y a eu une affaire vous parlez de 200 millions, tout ça. Voilà. 6 millions et 200 millions, vous mélangez. Bon, l'affaire de 200 millions, on voit les réseaux sociaux qui réagissent. Mais on doit comprendre qu'il y a eu un gouverneur qui a géré les Katanga. Et ce dernier a pratiquement anéanti la Gécamine. Et ce gouverneur est connu.
Et lorsqu'on devait fouiner dans sa gestion, il a démissionné pour s'enfuir. Vous parlez de Moïse Katumbi, c'est clair. Non, je ne veux pas citer le nom des gens. Voilà. La GECAMIN se trouvant en difficulté. Elle a compris la nécessité, comme toute entreprise Moïse Katumbi, publique, le parrain de l'envol. de pouvoir emprunter de l'argent dans une entreprise qui pouvait, ou une banque qui pouvait lui emprunter pour son fonctionnement, pour essayer de redresser certaines activités. À l'époque, Geithner, qui était suspendu, qui avait des sanctions au niveau international, ne pouvait pas emprunter officiellement à la GECAMIN ces montants. Mais il y a une autre entreprise internationale qui a eu emprunté 182 millions à la GECAMIN et que la GECAMIN devait rembourser selon les intérêts 200 millions. Mais on arrive, c'est depuis 2017, on arrive en 2019 ou 2019 ici, c'est au moment où la GECAMIN doit rembourser, cette entreprise vient d'être sanctionnée par les trésors américains. C'est ainsi que la GECAMIN estime que je ne peux plus encore te rembourser cet argent. J'attends peut-être que votre sanction puisse quitter et que je puisse réagir. L'entreprise a porté une plainte au niveau du tribunal du commerce au niveau de Lubumbashi. Et l'affaire évolue. La GECAMIN doit payer les 200 millions, mais elle estime que l'entreprise vient d'être sanctionnée. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, monsieur Rodrigue Ramazani, Kabila, il est quand même pour quelque chose dans ces pays. On parle de l'alternance, il devait quand même être valorisé parce qu'il a permis que la passation pacifique s'efface dans ces pays. Et l'affaire des 100 millions, il y a les gens du FCC à l'intérieur. Pensez-vous quand même, Félix Tshisekedi est dans de bonnes conditions pour booster ces pays où la coalition lui met les bateaux dans l'eau? Écoutez, vous savez, j'ai écouté des choses horribles ici. 6 millions CP d'argent. Non, je n'ai pas dit 6 millions CP, j'ai refusé, j'ai douté, j'ai remis en cause. C'est trop, en fait. Voilà ce que je dis. Mais j'ai dit, ça peut se donner parce qu'il y a des pays qui dépensent plus de 6 millions pour certaines manifestations. Devant le peuple qui vous écoute. Moi, je vous laisse le temps de vous expliquer parce que vous avez dit... Non, mais pas la parole. J'ai dit les 6 millions n'étaient que... Non, tu n'as pas donné devant le peuple. Mon ami, tu n'as pas le droit de me donner le temps. J'ai dit parce que vous avez pris déjà le temps de ma parole, c'est pourquoi je Monsieur Guélor, laissez-lui évoluer. C'était qu'une proposition, c'est pas laissez-lui évoluer, vous aurez le temps de parler. Merci beaucoup. Ok. C'est tout à fait légitime lorsque certains pensent que 6 millions CP d'argent. Lorsque vous étiez dans un régime où vous aviez l'habitude de détourner 20 millions sans qu'il y ait des tollés, en tout professionnalisme, lorsque vous avez l'habitude de détourner l'argent de la SNEL, il faut avoir des preuves. Qu'on en parle, je peux encore vous céder 20 minutes de mon temps pour que vous puissiez vous expliquer devant les Évoluez. Merci. Donc, c'est tout à fait légitime que ces personnes qui ont l'habitude de prendre des montants assez exorbitants dans la caisse de l'État se disent que 6 millions, c'est peu d'argent. Mais pour nous qui sommes Congolais, nous qui connaissons la souffrance de ce peuple, nous qui avons milité au sein de l'opposition avec la jeunesse du rassemblement, au prix même de notre vie, nous nous disons que 6 millions, pour nous Congolais, c'est beaucoup d'argent. 6 millions peut permettre la réhabilitation de la clinique chinoise. 6 millions peut payer une partie des enseignants NI, des enseignants non immatriculés. 6 millions peut construire beaucoup de kilomètres de route. 6 millions qu'on estime être peu d'argent, qu'on peut facilement, au nom de la majorité présidentielle aujourd'hui, le mettre dans une commémoration de l'alternance. Mais Kabila vaut plus que 6 millions pour ce qu'il a fait pour ces pays quand même, Maître Rodrigue. Je viens de le dire. 18 ans pour quand ma même. famille politique, nous disons que ce 6 millions n'est pas les 6 millions qui appartiennent à un individu. Ces 6 millions, c'est les 6 millions de notre souffrance. C'est les 6 millions de nos impôts. C'est pourquoi nous disons que ces montants est exorbitant pour commémorer la date. La question de 200 millions, parlons vous n'avez pas maintenant. répondu. Voilà. 200 millions. Revenons 200 millions avant de parler alternance. Vous savez, la majorité présidentielle de l'époque et d'aujourd'hui nous a habitués dans une forme de gestion assez spécifique. J'apprends ici qu'un gouverneur peut intervenir dans la gestion quotidienne d'une entreprise ou d'une institution de l'État. Un gouverneur. Parce qu'il avait démissionné, la GECAMIN est tombée en faillite, voilà pourquoi ils ont emprunté l'argent. Avancer. Voilà. Je le dis, en fait, si cela était arrivé, je le dis bien sûr par supposition, ça veut dire simplement que nous étions dans une gestion assez désordonnée. Les désordres ne veulent même pas s'expliquer. Comment pouvez-vous imaginer, nous sommes à Kinshasa,
que le gouverneur de la ville de Kinshasa puisse interférer dans le fonctionnement de la SONAS, par exemple. C'est l'exemple qu'on veut nous donner ici. Écoutez, lorsqu'il y a mégestion, il y a mégestion. Ne cherchez pas à trouver des explications qui ne tiennent pas la route pour trouver des solutions aux problèmes que vous étiez incapable de solutionner. Vous avez eu 18 ans de gestion, donc chaque gouverneur de chaque province avait la même mise dans les finances de plusieurs entreprises. Donc, on peut se poser même la question sur la gestion de l'AMIBA. Je reviens. Parlons maintenant alternance. La date du 24 janvier, c'est une date importante pour le Congo. Oui, c'est vrai. Mais cette alternance n'est pas un cadeau qu'on a donné aux Congolais. C'est un droit. Et un droit que nous, de la jeunesse du Rassemblement à l'époque... Il y a un peu de l'alternance aujourd'hui selon les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans la Ligue des jeunes de mon parti. Mais nous avons milité pour cela. Moi, j'ai vu Thérèse Kapangala tomber. Moi, je connaissais Rossi Mukendi. Je l'ai vu tomber. J'ai vu beaucoup de nos camarades, que je ne citerai pas le nom, être arrêtés par la NER. Parce qu'on se battait pour que cette alternance puisse arriver. Notre combat, c'était l'alternance pacifique au sommet de l'État. On a payé de notre jeunesse pour cela. On ne peut pas ici donner de béquilles à une personne qui ne le mérite pas. Laissez-le ramper comme il est en train de ramper. S'il vous plaît. L'alternance est le fruit d'un combat que le Congolais ont mené contre un pouvoir qui voulait se maintenir. Mon co-débatteur d'en face vient de le dire. Monsieur Chris Mukendi. Maître Chris Mukendi vient de le dire. L'alternance, les élections auraient dû être organisées en 2016 et non en 2018. Et il ne faut pas nous faire croire en disant, écoutez, il a dit qu'il va respecter la Constitution. Non, il n'a pas respecté la Constitution. Ils ont utilisé des manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Nous de la jeunesse de l'opposition, on a payé le prix. J'étais sur terrain le 19 septembre. J'ai vu les gens tomber. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient pacifiquement. Et pour ça, vous voulez donner des trophées, de médailles à quelqu'un qui ne le mérite pas. Je suis désolé. La date du 24 janvier est une date importante pour nous. Voilà, merci. Mais une date qui doit être célébrée. Merci. Comme le dit les autres. Évoluons avec l'actualité. La réflexion. Évoluons avec l'actualité. Le coordonnateur de la MOUCA, il a tenu un point de presse aujourd'hui, monsieur Adolphe Mouzitou, concernant la question de l'Est. Il dit pour trouver la solution à cette question de l'Est, il faut faire la guerre au Rwanda. Pensez-vous, monsieur Chris, que ce serait une solution pour que le Rwanda puisse nous respecter? Il faut d'abord faire la guerre. Comme ça, on peut traiter sur le plan diplomatique parce qu'il faut que nos vaillants héros puissent au moins répliquer parce que le sang des Congolais ont coulé. Non, mais je suis surpris qu'une telle déclaration jaillisse de la bouche d'un monsieur qui a été Premier ministre dans ces pays. Et par des rapports de force. Alors qu'il était Premier ministre, ben, il y avait des problèmes. Est-ce que le Premier ministre Mouzitou à l'époque avait-il déclaré la guerre comme Premier ministre au Rwanda parce que nos populations des Béni étaient massacrées? La réponse, vous la connaissez. Vous savez, c'est facile quand on est parfois en dehors de la gestion de la République de se permettre de faire des critiques qui parfois ne tiennent pas. C'est facile de critiquer. Moi, je dis toujours l'exercice le plus facile pour un intellectuel, c'est la critique. C'est l'exercice la plus facile. Mais lorsque on vous place à la gestion, M. Mouzitou, il a fini de régner comme Premier ministre, il a commencé à faire des tribunes après. Il nous racontait n'importe quoi, des choses qu'il aurait pu faire quand il était Premier ministre. Il n'a pas fait. Donc aujourd'hui, je ne considère pas ces propos comme venant d'un homme, excusez-moi, cette expression d'un homme rationnel. Aujourd'hui, il est clair que pour des raisons diplomatiques, il y a des choses qui ne peuvent être réglées que par la diplomatie, mais aussi en interne, nous devons renforcer notre armée, renforcer la présence de notre armée dans la partie Est pour que notre armée
puissent bouter en dehors de notre territoire. Parce qu'il dit que toutes les forces négatives. Il avait promis la paix au mois de décembre, mais il n'arrive pas toujours à trouver cette paix, car la question elle est politique. Voilà pourquoi il faut aller de guerre en guerre. Non mais écoutez, ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une guerre classique. Hein. Ce n'est pas que vous avez en face de vous une armée qui vient avec des armes vous êtes dans un terrain, dans un champ de bataille pour lesquels il y a un vainqueur et un vaincu. Pas du tout. C'est une guerre asymétrique. Ça s'organise de la manière la plus sournoise. Donc, je ne peux pas aujourd'hui accepter à ce que M. Mouzitou, qui était Premier ministre, fasse une telle déclaration. Pour moi, je trouve que c'est une dérive pour lesquelles on ne peut même pas trouver des expressions. Merci. La même réaction, M. Gelor Lushuku, vous êtes toujours au pouvoir parce que vous êtes en coalition. Mouzitou, le coordonnateur de la MOCA, propose une solution à ce que nous puissions trouver la paix à l'Est. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Parce que vous avez fait 18 ans. Vous avez laissé l'héritage de la guerre à Félix Tshisekedi. Lorsque Kabila était là, on tuait à Beni. Les gens disaient que c'est Kabila qui a tenté de tuer les gens à Beni. Mais maintenant, on tue 17, 20, 30 chaque jour. On se pose la question, c'est toujours Kabila qui tue. Bon, écoutez, c'est une guerre asymétrie, c'est pas une guerre officielle. Je pense que c'est l'armée qui a plus la grande responsabilité de pouvoir gérer ces conflits-là. Mais la déclaration de Mouzitou, si cela s'avère vrai, c'est pratiquement grave. J'ai un ami qui est collègue au chef de travaux, qui est de la jeunesse de la MOCA. Il m'a dit Mouzitou n'a jamais dit ça, n'a jamais tenu de tels propos. En fait, il proposait plus un mécanisme de gestion au niveau des frontières, renforcer la frontière en termes d'essayer un peu à éviter l'ennemi. C'est pratiquement ce qu'il a dit. Mais les réseaux sociaux ont publié ce qu'ils veulent publier. Déjà ce soir, il peut donner son point de vue par rapport à ce qui a été écrit. Mais ici, on doit seulement dire que... Je vous rappelle que c'était en direct à Top Congo. Évolue. Il va se rectifier aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Le problème qui est là, c'est que, vous savez, à l'Est, il est question de pouvoir doter à notre armée des moyens nécessaires pour pouvoir essayer de mettre en état de nuire ces ennemis qui sont pratiquement pas seulement identifiés en tant que groupement rebelle, mais c'est pratiquement des individus qui font des incursions au niveau de la population et tuent facilement comme ça. C'est une culture qui n'avait jamais existé au Congo, on ne comprend pas pourquoi ça existe. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait aussi féliciter les FARDC. Parce qu'il y a quand même des avancées, on récupère quelques bastions des ennemis qui à l'époque on ne pouvait pas essayer de récupérer. Et je pense qu'il faudrait que le ministre de la Communication puisse un peu essayer de travailler sur ça. Il y a des avancées qui se font au niveau du terrain, il y a les efforts entreprenant les FARDC au niveau des Béni, mais qui ne sont pas trop vulgarisés. C'est plus quand il y a 13 morts, 12 morts que nous compatisons, que nous n'acceptons pas, qu'on voit les réseaux sociaux en train de s'accentuer sur ça. Mais le travail de terrain, le travail en termes de stratégie militaire, en termes de logistique, n'est pas plus vulgarisé, c'est vrai. Un problème de secret d'État, ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a quand même une victoire de notre côté, il faudrait que cela puisse être sensibilisé. On dit que cette guerre était entretenue par le pouvoir en place. Mais je vous ai dit ici, j'ai commencé par mes premières phrases, on dit lorsque Kabila était là, c'est lui qui tuait. Mais il n'est plus président. Mais vous êtes toujours là. Non, mais vous avez dit qu'il n'est plus président. Mais pourquoi vous voulez encore Monsieur Ramazani, l'Angola propose toujours des solutions à tous les problèmes qui rongent le Congo. Alors, quelle est la solution que vous pouvez proposer pour mettre fin à ces problèmes-là, à ces problèmes de l'Est? Car l'Est aussi, c'est au Congo. Merci Delpha. Je crois que on a plusieurs fois parlé de Béni sur votre plateau. J'ai fait plusieurs propositions dans mon parti ici sur ce plateau. Devant vous évidemment, ici dans 4 vérités. J'ai dit des vérités ici sur votre plateau. Je continuerai à dire la même chose. Comme les autres, il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle. Il s'agit d'une guerre où l'on ne connaît pas la ligne de front, on ne maîtrise pas d'où vient l'ennemi. Cette guerre ne peut être remportée que par les pieds de renseignement. Mais malheureusement, je crois que plusieurs rapports des ONG crédibles, ainsi que de la MONUSCO même, ont dit clairement que notre arme, au sein de notre armée, et ici à Kinshasa, parmi les dignitaires, il y a des tireurs de ficelles qui bénéficient de cette situation, de cette guerre à l'Est. Il y a des rapports des ONG réputées, des rapports qui sont rendus publics. Et les noms de ces personnes sont connus. Et dans notre armée, il y avait les généraux rwandais. Hein. La grande question qu'on se pose maintenant est celle de savoir
l'on connaît très bien qu'au sein de notre armée, il y a des généraux, au sein de de la classe politique, il y a des tireurs de ficelles qui sont soit dans une certaine mesure de personnes qui reçoivent les informations de la DEMIAP ou encore de l'ANER, qui les utilisent pour d'autres fins. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, parce que ça ne date pas que de Félix, ce rapport date depuis l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pourquoi jusqu'aujourd'hui le gouvernement congolais ne prennent pas leurs responsabilités pour mettre d'abord hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sont indexées? La situation de guerre, vous savez, cette situation doit être clarifiée. Nous voyons le matin, on nous dit des opérations conjointes, alors que le Congo ne s'est jamais déclaré d'être officiellement en guerre. On s'est posé même la question, nous, au sein de l'envol, ok, opération conjointe, d'accord, mais il s'agit des opérations de maintien de l'ordre ou bien des opérations de guerre. À un moment donné, la situation doit être clarifiée, parce que cette situation à Beni ou encore à l'est du Congo bénéficie à beaucoup de personnes. C'est une question qu'il faut traiter avec beaucoup de froideur, qui bénéficie à beaucoup de personnes, et à un moment donné, ça devient inquiétant pour nous citoyens de nous dire pourquoi jusqu'à ce jour le gouvernement, ceux qui nous gouvernent, n'agissent pas. Pourtant, plusieurs généraux sont indexés, plusieurs de notre armée sont indexés, il y a des dignitaires qui sont indexés, mais qui continuent à vivre calmement, même l'auditorat militaire, ne serait-ce que pour raison d'information. Notre justice a des béquilles. Pardon? Notre justice boite. Non, même notre justice, il doit se poser des questions. Ce sont des Congolais qui sont en train de perdre leur vie. Je crois que c'est une situation qui doit être clarifiée. Vous savez, la population de Beni en a tellement marre qu'il a décidé de s'autodéfendre et de se faire justice lui-même. Donc, à Beni, nous revenons pratiquement à la période de la justice privée. Mais le chef de l'État ne les a pas écoutés. On a encore renouvelé le mandat de la MONUSCO pour une année. Vous savez, le problème de l'homme politique congolais est qu'il n'accepte pas ses responsabilités. Non, le problème du Congo, ce n'est pas la MONUSCO. Oui, il y a à boire et à manger dans ce que fait la MONUSCO, mais il faut reconnaître aussi le travail de la MONUSCO. Le problème aujourd'hui, il faut, pour nous, l'envol, il faut revoir le mandat de la MONUSCO, aussi changer les procédures d'engagement de la brigade d'intervention. Il est inconcevable, imaginez. La brigade d'intervention reçoit ses ordres de Washington. À Washington, alors qu'ils sont ici au Congo. Il faut revoir tout ça. Lisez les différentes résolutions de la MONUSCO, vous allez constater que le problème au niveau de la MONUSCO, pour que la brigade d'intervention soit réellement offensive, il faut revoir les procédures d'engagement de la... Donc, aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas la MONUSCO, c'est le gouvernement congolais qui est incapable de sécuriser le Congolais. C'est ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, nous souhaitons qu'il y ait la paix à Beni. Nous souhaitons que notre armée soit efficace. Il faut doter à notre armée les moyens logistiques, le moyen humain, ainsi que le moyen de renseignement, pouvant lui permettre de bien faire son travail, bien l'équiper, en lieu et place de prendre 6 millions, 15 millions, les placer dans d'autres choses, placez-les au moins dans l'armée pour que notre armée et notre police puissent bien faire son travail. 10 secondes pour le mot de la fin. Monsieur Chris, la toute dernière question, ça concerne les sociales des Congolais. Vous avez écouté ici les syndicalistes de la Régie des eaux dire que les gens vont fêter sans l'eau, mais nous sommes dans un gouvernement où on dit le peuple d'abord. Votre analyse par rapport à cette question, il fallait que les chefs de l'État s'élèvent pour aller trouver la solution à ces problèmes. Non, mais je crois que l'État, il est organisé. Et au sein du gouvernement, il y a des départements qui s'occupent de chaque secteur de la vie nationale. C'est inconcevable dans un gouvernement ou dans une nation, pour toutes les questions, on doit recourir au chef de l'État, alors qu'il y a un ministre de l'énergie qui est là, qui doit assurer le bon fonctionnement des services sous son tutelle. C'est inconcevable. Nous avons le ministère incompétent, selon vous? Alors que, ça c'est même pas une question abordée, alors que ces services, la Régie des eaux, a à sa tête un ministre de l'énergie, alors que le Congolais paye régulièrement ses factures de consommation, il est inconcevable que la Régie des eaux puisse manquer de consommables, de matières pour
permettre à ce que les Congolais puissent bénéficier de l'eau alors que Dieu nous a dotés d'un fleuve extraordinaire. Mais cette question aussi, quand on parle de la pénurie d'eau, tout ça, mais il y a des coins de la République où l'eau ne coule pas. Moi, j'habite les quartiers Télécom. À Lupin, ça fait pratiquement 20 ans que l'eau n'arrive pas dans ces quartiers. Où ça n'arrive que 2 fois la semaine. Mais le chef d'État dit qu'il connaît le problème s'il vous des plaît, Congolais. Donc. voilà les problèmes des Congolais. Vous voulez tout mettre sur la tête du chef de l'État, alors qu'il y a des ministres, alors qu'il y a des services qui sont compétents pour se charger de ces questions. Donc, il est clair aujourd'hui qu'il y a une faille que nous notons dans les chefs des gestionnaires de la régie des eaux et du ministre qui est en charge ces secteurs. Cette communication, c'était pour moi, en tout cas, une honte pour une république comme le Congo. Merci, M. Chris Mukendi. C'est également votre mot de la fin, M. Gelor Lushiku. Le FCC domine quand même les institutions, mais lorsque on dit qu'on n'a pas fêté avec de l'eau, donc apparemment, vous n'aidez pas les chefs de l'État, là. Non, mais c'est grave. Je soutiens l'idée de mettre. Comment on doit laisser tout au chef de l'État, même de l'eau et le courant, pourtant il y a un ministre de l'énergie, ainsi de suite. Mais quant à cette rumeur, bon, c'est vrai qu'il y a eu un syndicat qui s'est déclaré par rapport à cela, que c'était le ministre des Finances qui bloquait l'argent, ainsi de suite. Depuis la semaine passée, nous informons que le ministre avait déjà libéré les moyens pour l'achat des ingrats pour de l'eau, ainsi de suite. Mais vous avez fait allusion au social, pratiquement. Devons le dire que la situation sociale est en train de s'empirer. J'étais en province derrière moi, au Kasaï central, où le maïs a pratiquement triplé de prix. Donc, c'est pratiquement la situation sociale. Et puis les prix... Non, écoutez, moi je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui chaque ministre, chacun dans son secteur, puisse réellement faire le travail qu'il faut. Il ne faut pas laisser le tout au chef de l'État, gestion des arriérés, les fonctionnaires. Mais vous dominez quand même dans le gouvernement. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que chaque ministre, à son niveau qu'il est, il doit faire le nécessaire pour que la situation sociale des Congolais s'améliore. Merci. Merci. C'est également votre mot de la fin. Je vous remercie. Maître Rodriguez, c'est votre mot de la fin concernant la question du social des Congolais. Oui, c'est vrai que nous allons de pire en mal. La situation n'est pas du tout rassurante. Ce qui nous déplaît évidemment, mais ce que nous disons à notre population, c'est que nous disons plutôt aux personnes qui nous gouvernent de bien regarder la gestion de la chose publique. Vous savez, aujourd'hui, il est inconcevable qu'on continue à constater, lorsque nous lisons le budget 2020, que les institutions vont encore prendre 80%. Avant, c'était 70%, aujourd'hui, c'est 80%. Et par là, pour chuter, je profite de votre micro pour dire à tous les Kinois que le parti en vol est déjà auprès de vous, dans vos parcelles. Nous venons frapper dans vos portes pour signer la pétition. Écoutez nos cadres et militants qui viendront vers vous, qui vont discuter avec vous pour vous parler du bien fondé de notre démarche sur la révision constitutionnelle. Accompagnez cette démarche républicaine. Merci. Signez la pétition. Merci. Il s'appelle comme ça, Maître Rodrigue. Il est porte-parole de l'envol parti cher à l'honorable Délice Sanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie pour m'avoir invité. Merci également. De l'autre côté, c'était M. Gelor Lushiku, cadre du PPRD, membre du FCC, chef de travaux. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également de l'autre côté, M. Chris Mukendi, il est cadre de la FDC, FDC parti cher à Bati Lukwebo. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir. Merci aussi à vous derrière la caméra. Il y avait Merveille Agoloa, à la réalisation Jaurès Mazina et à la coordination Gilles Chitumbaï. Restez fidèles à ces programmes 4 vérités. Demain, c'est votre tour. Pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a. Tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je tourne ma veste, je tourne ma veste.
toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.